j'ai été bien présenté avec toutes mes identités. Mais avoir plusieurs identités numériques, c'est pas forcément une maladie mentale. Et d'ailleurs, je vais en discuter un peu avec vous aujourd'hui. Donc on est aussi aujourd'hui on est là pour essayer de parler de l'impact des réseaux sociaux sur notre société, sur la société de demain. Alors je me suis demandé un peu déjà, est-ce qu'on pouvait voir l'impact sur la société d'aujourd'hui? Alors j'ai cherché un chiffre. Alors c'est ce chiffre, c'est 2 heures. Donc 2 heures, c'est le temps que nous déclarons passer par jour sur les réseaux sociaux. Donc 2 heures de notre journée. Et ce sont des outils très nouveaux, c'est-à-dire que nous, qui sommes déjà vieux, quand on était jeunes, on avait 2 heures en plus. Bon, moi je les ai passés devant la télé, hein, donc je ne sais pas si c'était mieux. Mais sans plaisanter, ces outils en fait ont vraiment changé notre façon de communication, notre façon de communiquer, pardon. Et notamment dans cette façon qu'ils ont eu d'enlever les intermédiaires pour notre accès à l'information. Ce qui fait que maintenant, je peux avoir accès directement aux pensées du président américain à 4 heures du mat, et donc découvrir des nouveaux mots comme coffre-féfé. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais bon, j'y ai accès. En dehors de ces plaisanteries, bon, il y a aussi beaucoup de mouvements sociaux qui ont été accélérés et qui sont répandus plus vite grâce aux réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup d'aspects positifs. Mais moi, je suis un peu là pour parler du revers de la médaille. Parce qu'en fait, nous tous ici, vous tous, chacun d'entre nous, on a une quantité astronomique de données personnelles sur nous qui sont sur le net, dans les mains de sociétés qui sont maintenant presque avec des monopoles et qui sont gardées presque à l'infini. Alors quand j'entends données personnelles, ça va être tout ce qu'on dit, chaque post qu'on fait sur Facebook, sur Twitter, ça va être chaque message, chaque mail qu'on envoie, et puis aussi beaucoup d'autres choses qu'on appelle un peu metadata, mais qui sont finalement plutôt les vraies données. C'est avec qui je parle, combien de temps, quand est-ce que je me connecte, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai lu, et maintenant ça va être même prédire ce que je vais aimer. Donc, avant d'avancer un peu sur les conséquences de ça, j'essaie toujours un peu de parler un peu plus techniquement, essayer de vulgariser, et je vais faire une espèce de timeline sur l'évolution des techniques de traçage des internautes. Donc on est parti vraiment d'une époque, il n'y a pas longtemps, on avait juste les cookies, donc vous connaissez tous, hein, ça permettait de savoir quand quelqu'un revenait sur un site, de se souvenir de ses préférences, de le reloguer, d'avoir votre panier. Donc c'est vraiment une technologie indispensable au fonctionnement du web. Et on arrive maintenant vraiment à des sociétés qui sont en capacité de commercialiser ce qu'on appelle l'ID graph. Alors l'ID graph, ça va être à un moment, je vais pouvoir reconstituer pour une personne, je vais avoir son nom, son adresse, combien elle gagne, pour qui elle vote, sa situation familiale. Je vais avoir tous ses historiques de navigation, que ce soit sur PC, sur mobile. On va pouvoir récupérer tout ça à un seul endroit. Et donc ça montre un peu le chemin incroyable qui a été fait et l'impact que ça a, l'intrusion que ça a sur notre vie privée. Je vais revenir sur quelques points clés qui sont intéressants, qui sont quand même des virages. Il y a les boutons Facebook, Like ou Twitter, parce que tout le monde ne sait pas ça. Mais en fait, à chaque fois que vous allez sur un site et qu'il y a ce petit bouton, c'est un traceur qui va notifier au réseau social que vous êtes allé sur cet article, que vous l'avez lu, que vous soyez connecté ou pas. Donc ça permet vraiment d'étendre leur connaissance de vos activités bien au-delà de leur plateforme. Et ça a vraiment amené une mutation, vraiment une évolution de toutes ces technologies. Il y en a une que je trouve vraiment incroyable. Alors, incroyable parce que je suis aussi ingénieur et je trouvais ça malin. C'est les ingénieurs donc, se sont demandé comment est-ce que je pouvais réussir à reconnaître quand une personne allait sur un site sans lui demander. Et puis je voulais quelque chose qui soit quand même assez persistant. Donc c'est là qu'ont été introduits ce qu'on appelle le fingerprinting. Donc le principe, ça va être d'essayer de vous faire, sans que vous soyez au courant, une signature de votre navigateur. Alors une signature, c'est comme une signature en vrai, hein, c'est une marque qui permet de reconnaître si c'est la même. Donc là, l'idée, c'est que quand vous êtes sur un site web, votre navigateur, il expose beaucoup de choses. Donc ça va être sa version, votre système d'exploitation, les langues que vous acceptez, mais aussi la liste de vos plugins installés, ça va être aussi la liste de vos polices de caractères. Et on a tous des configurations un peu différentes. Et c'est même aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on s'est dit, est-ce qu'on ne pouvait pas signer plus que le navigateur? Et bien maintenant, on va réussir à signer votre PC, votre hardware. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand vous dessinez par exemple des lettres à l'écran, c'est votre carte graphique qui va être appelée, et chaque carte graphique dessine un peu différemment. Ce n'est pas quelque chose de visible à l'œil nu, mais sur les petites décorations des lettres, il y a des différences, et donc ça fait une signature. Donc sur la plupart des grands sites web où vous allez, en fait, ça va dessiner dans un petit coin caché que vous ne voyez pas des lettres et faire cette signature.
Vous pouvez aller voir sur un site qui s'appelle amyunique.org et vérifier à quel point votre configuration est unique. C'est vraiment assez bluffant. Et bien sûr, tout ça a évolué. Alors il y a une guerre entre à la fois les technos de traçage qui avancent, les techniques de défense, en sachant que le fingerprinting, c'est très difficile pour les constructeurs de navigateurs de s'en protéger, parce qu'à chaque fois qu'on met des fonctionnalités, on crée des surfaces pour ces attaques. Et le monde du mobile, qui était historiquement était plus difficile à traquer, c'est plutôt fini. C'est-à-dire qu'en plus, on partage beaucoup de choses, notre position, toutes les permissions qu'on donne, on télécharge notre carnet d'adresses. Et donc, ça rend maintenant possible ce qu'on appelle le traçage comportemental. C'est-à-dire qu'on va être en capacité, grâce au big data, tous ces historiques, aux capacités d'analyse, de reconnaître si des historiques différents appartiennent à la même personne en regardant des inférences. C'est-à-dire qu'on a tous des habitudes, des heures où on se connecte, des endroits où on se connecte, des habitudes d'aller sur un site puis tel autre site, ou même la façon de taper qui va être différente avec nos typos. Donc tout ça, vraiment, ça rend ces sociétés capables de faire beaucoup d'inférences, de savoir ce qu'on va aimer, ce qu'on a aimé, ce qu'on aimera plus tard. Et donc, je parle de tout ça pour dire qu'on est face à une machine à tuer la vie privée, et même à tuer l'idée de la vie privée. Alors j'ai trouvé ce dessin-là qui a été retweeté par Tristan Nito, j'ai vu ça l'autre jour. En fait, on voit des ingénieurs qui s'extasient parce qu'ils ont créé une intelligence artificielle absolument géniale. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir en faire. Ils disent ils vont vendre de la pub. Alors, je pense que nous, en tant que citoyens, on peut quand même se questionner sur effectivement à quoi ça va servir, même si les intentions ne sont pas forcément mauvaises, parce qu'on peut vraiment se dire, c'est très théorique ce dont je parle là, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en danger? Parce qu'après tout, si je suis malin, moi j'ai rien à cacher, il faut toujours me tracer. Et ben nous, dans nos travaux, en allant à la rencontre de beaucoup de personnes, en s'intéressant à ces problématiques-là, on s'est rendu compte que oui, les conséquences sont déjà réelles, et vous pouvez les voir en cherchant sur le net. Et comme d'habitude, ce sont forcément les populations plus vulnérables, les minorités, qui sont touchées les premières, tous ceux qui risquent de la discrimination. Et ne serait-ce que par l'affichage de pubs qui vont pouvoir soit vous valoir des moments embarrassants, ou parfois causer des outings, et parfois avec des conséquences dramatiques. Et ça va être aussi pour les gens qui ont été agressés, où les algorithmes ne vont pas arrêter de dire tiens, tu le connais, lui. Ils vont sans arrêt remettre en relation les agresseurs avec les agressés, parce qu'effectivement, ils se sont croisés. Et puis, ça va être beaucoup de choses. Ça va être la discrimination sur les prix pour l'accès à la santé. On pourrait se dire, après tout, si l'algorithme considère que j'ai une bonne attitude, je pourrais payer moins. Mais ça remet profondément en cause notre idée de la société sur la mutualisation des risques. Et donc tout ça, et vous allez être touchés parce que ça commence toujours par les minorités. Et puis nous, on a une responsabilité parce qu'on laisse fuir des données sur les autres, sur les gens qu'on connaît, en donnant notre carnet d'adresse. Quand vous prenez des photos dans la rue, que vous les mettez en ligne, les algorithmes sont maintenant capables de reconnaître les gens de dos. Donc vous donnez des informations sur les autres. Donc on est tous concernés. Alors tout ça pour dire que maintenant, on se rend compte que finalement, au début, j'ai commencé avec une autruche qui avait la tête sous terre. Maintenant, le problème de la privacy et des implications, c'est un éléphant dans la pièce. On ne peut plus l'ignorer. Il faut vraiment qu'on se pose la question. À chaque fois qu'on va mettre un Alexa, un Google Home avec une caméra et un micro dans notre chambre, il faut commencer à se poser des questions sur les implications. Mais bien sûr, alors je ne suis pas là pour vraiment casser l'ambiance, parce que c'est assez génial, ça nous donne accès à plein de produits gratuits, parce que c'est vrai qu'on a un écosystème génial qui, par contre, est basé sur le fait d'amasser le plus de données sur vous pour les monétiser plus tard, et on ne sait pas pourquoi. Mais gratuit, c'est pas cher. Alors, on n'est pas, nous, en rébellion contre ce système-là. On adore avoir ces systèmes gratuits. Mais on pense que pour qu'ils fonctionnent, ils doivent être quand même basés sur 4 piliers. Sinon, il y a un rejet. Et ces 4 piliers, c'est d'abord le choix. Je dois avoir le choix d'être tracé ou pas. Ça doit être transparent. C'est-à-dire, je dois savoir comment sont collectées mes données, pourquoi, avec qui elles sont partagées. Il y a certaines données dites sensibles. Elles devraient soit pas du tout être collectées, soit avec des mesures vraiment très particulières. Et bien sûr, la sécurité, vous le savez tous, si vous avez mes données, elles ont intérêt à être bien sécurisées. Et on se rend compte que si un seul de ces piliers est manquant, c'est tout le système qui est rejeté. Alors je mets quelques exemples comme ça, mais il y en a vraiment des tonnes. Vous avez sûrement entendu parler récemment de la polémique aux États-Unis
avec les fournisseurs d'accès Internet qui ont le droit, enfin maintenant qui ont le droit, de vendre l'historique des utilisateurs. Alors ça a vraiment provoqué un tollé. Et on peut se demander pourquoi, parce qu'après tout, il y a plein d'autres sociétés qui vendent notre historique. Mais en fait, là, c'est certainement qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir un fournisseur d'accès pour aller sur Internet. Il y a aussi le problème de la transparence. Il y a le scandale d'Unroll.me, vous avez peut-être entendu parler de ça. Unroll.me, c'est une petite application géniale, un petit plugin dans Gmail qui vous aide à vous désabonner des mailing lists qui vous embêtent. Et bien en fait, un scandale a éclaté parce que Uber avait besoin d'avoir une vision temps réel des ventes de Lyft de son concurrent. Et donc en fait, ils avaient une société qui avait les mails de tout le monde avec les factures et les tickets de Lyft et qui donc utilisait ça pour envoyer ces données à Uber. Forcément, ça a explosé. Et donc c'était ce petit plugin. Les gens étaient révoltés. On peut se poser des questions éthiques. Comment ça se fait que ce gentil plugin agisse comme un cheval de Troie? Et là, c'est un problème de transparence, puisque les gens, quand ils ont mis le plugin, ils ont dit accepter qu'ils puissent lire tous mes mails, et puis c'était gratuit. Donc c'est pas la peine de réfléchir longtemps, c'est comme ça que ça marche. Donc je pourrais continuer aussi sur les données de santé qu'on donne à tous ces objets connectés, qu'on partage sur les réseaux sociaux. Il y a la sécurité avec le scandale d'Ashley Madison, où les gens ont vu un peu tous leurs fichiers partout sur le net et les conséquences que ça a. Ça fait sourire, mais ce sont des conséquences assez graves. Et on se rend compte maintenant que quand même ce système est un peu cassé et qu'il y a beaucoup de réactions. Il y a vraiment des mouvements qui se lèvent. Tout le monde se met en route. On voit le législateur qui commence à prendre, on voit en Europe avec les nouvelles lois GDPR qui vont arriver. On parle de nouvelles institutions judiciaires pour un peu réglementer les intelligences artificielles. Il y a aussi même les marques, parce que quand vous êtes une marque et que vous avez votre produit affiché partout autour d'une fake news, vous commencez à vous dire mince, je ne veux pas être là. Et on ne peut pas décider comment, on ne sait pas comment les algorithmes vont réagir et choisir de vous afficher à tel ou tel endroit. Il y a aussi les gens qui font du marketing, qui commencent à se poser des questions. Mince, je mets 10 000, 5 000 ou parfois même des startups vont mettre $200, enfin 200 € pour faire de la pub sur des plateformes dont le boulot, c'est de traquer en permanence les gens et de deviner, de pouvoir récupérer le plus d'infos sur eux. Il y a peut-être d'autres solutions. Tout le monde se met en route comme ça. Et on voit même les VC, on voit même les VC qui commencent à se dire que ça va bouger. Donc là, je vous mets par exemple Fred Wilson qui explique qu'on risque probablement de voir les gens petit à petit sortir des plateformes comme ça, comme Facebook, quand ils vont se rendre compte du côté sombre de ce modèle. Et on va certainement voir arriver de nouveaux types de business models de monétisation de ces systèmes-là. Donc ça va être un peu la surprise. Et il faut que nous, on prenne part à la création et à l'arrivée de ces nouveaux systèmes. Alors, bien sûr, il y a aussi le dernier acteur dont je n'ai pas parlé, c'est nous, les consommateurs. Comment est-ce qu'on peut agir? Et souvent, on ne sait pas trop déjà comment on est tracé, on ne sait pas trop quelles sont les solutions. Et en fait, il y en a plein des solutions. On n'est pas obligé d'utiliser tout le temps les mêmes outils. Pour la recherche, ici, vous avez Quant, qui est partenaire du festival. Faites vos recherches dans Quant, faites pas toutes vos recherches dans Google. Il y en a Dante, il y a Equix, il y a DuckDuckGo. Et ça montre aussi qu'il y a des modèles basés sur la publicité qui sont tout à fait non intrusifs. Vous avez, quand vous naviguez pour les browsers, vous pouvez utiliser des choses comme Brave ou comme Your Browser qui sont français d'ailleurs. Téléchargez tous ces outils, essayez-le. Vous avez le mail, vous avez aussi des solutions pour le messaging, pour la data. Et ça me permet aussi de parler un peu de nous, de ce qu'on fait. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment il y avait encore des zones où il n'y avait pas d'outils qui garantissaient cette vie privée, où ce besoin de confidentialité est très, très important. C'est dans ce qu'on appelle les mobile communities. Donc c'est quand on va avoir besoin de parler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, de sujets plus ou moins peut-être sensibles ou qu'on considère simplement privés et qu'on n'a pas envie d'être surveillé en permanence par une société commerciale. Donc on travaille par exemple avec aussi bien des centres de prévention, des partis politiques, des centres LGBT, même des communautés de Pokémon. Peut-être pas envie de partager avec tout le monde qu'on aime bien les Pokémon. Moi j'aime bien, mais bon. Et donc voilà, donc ces solutions existent. C'est aussi à nous de nous poser les questions comment marchent ces business models-là. Essayer de trouver. On n'est pas obligé de lire toutes les termes of conditions, enfin les conditions d'utilisation, c'est assez compliqué. Il y a des gens qui vont les lire pour vous et se poser la question de comment ça marche. Je n'ai pas noté par exemple des outils qui vont bloquer les pubs systématiquement parce que ça pose aussi un autre problème. Si on coupe les pubs, on coupe la monétisation, enfin les systèmes de revenus de ceux qui fournissent du contenu. Il faut se poser la question.
on ne peut pas complètement faire ça. Il faut trouver des systèmes alternatifs. Donc, regardez, par exemple, Brave permet un système, en coupant la pub, vous avez une sorte de porte-monnaie qui va redistribuer l'argent au site que vous visitez. Donc, tous ces outils-là sont probablement payants. Il faut sûrement payer. ProtonMail, ils ont réussi à faire du crowdfunding. Donc posez-vous la question aussi, quand vous prenez des outils gratuits, peut-être même open source, comment vous participez à la communauté open source. Donc je vous remercie. C'était tout pour moi. J'espère que je n'ai pas trop cassé l'ambiance. Mais vive l'intelligence artificielle et prenons part à la création de ces nouveaux outils. Merci Valère. Merci.